Alors, je vais présenter la conférence de Dominique Bourg. Alors, cher Dominique Bourg, vous êtes professeur actuellement à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. Vous avez également enseigné à Sciences Po Paris jusqu'en 2006, où vous étiez co-responsable du séminaire Environnement, Sciences, Société, relevant du master Politique publique et la chaire Développement durable. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont Vers une démocratie écologique, Le citoyen, le savant et le politique, avec Kerry Whiteside, qui date de 2010. Du risque à la menace, Penser la catastrophe en 2013, ouvrage également collectif. Et vous venez de publier un autre ouvrage collectif, qui est un dictionnaire de la pensée écologique au PUF, dont vous êtes d'ailleurs directeur de la collection Développement durable et innovation institutionnelle. Vous avez participé et participé encore à de nombreux comités, comme le Conseil national du développement durable ou le Conseil de l'environnement d'EDF. Et en 2007, vous avez également été nommé vice-président de la commission 6 du Grenelle de l'environnement. Alors, vos domaines de recherche sont la philosophie de l'environnement et du développement durable, l'évaluation des choix technologiques et des risques, le principe de précaution, le débat public et la démocratie participative, auquel il convient d'ajouter aujourd'hui une pensée de la décroissance. Alors, vos domaines de recherche sont... voilà pour vos domaines de recherche. En 1998, c'est important parce que vous avez fait une rencontre décisive, celle de Nicolas Hulot. Lui aussi vous doit sans doute quelque chose, puisque, comme vous le dites, Nicolas cherchait à s'acoquiner avec un philosophe. Il vous a trouvé, et donc vous avez accepté de devenir son mentor. D'ailleurs, un certain nombre d'ouvrages qu'il a publiés portent votre marque, comme celui qu'il a publié en 2001 qui s'appelle « Pour que la Terre reste humaine ». À partir de là, vous avez connu Jacques Chirac et participé à la cellule environnement du Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin. Donc vous combattez vigoureusement l'écoscepticisme, mais aussi bien sûr les quelques climato-sceptiques qui doutent encore que l'activité de l'homme est une influence décisive sur notamment la modification du climat. Il faudrait, dites-vous, instaurer une profonde citoyenneté écologique, un engagement de masse en faveur de l'écologie, afin de changer nos modes de vie et aller ainsi vers une société plus sobre et surtout qui accepte de renoncer à l'idée d'une croissance indéfinie qui bute sur les limites de la planète. À consommation constante, et là je vous cite, les réserves d'or, d'argent et de palladium s'élèvent à une quinzaine d'années. Elles se situent entre 15 et 30 ans pour le plomb, le cuivre et le zinc. Cette idée que les réserves ne sont pas inépuisables, que nous sommes confrontés à une finitude irrémédiable des ressources que nous offre la planète, nous oblige donc à reconsidérer notre action. Et vous ajoutez d'ailleurs que l'accroissement de la population mondiale, et je vous cite là encore, à une population mondiale sans cesse croissante de 7 milliards d'habitants à 9 milliards au milieu du siècle, s'oppose une planète finie. Et vous poursuivez, si cette population atteint un niveau de consommation égal au pays de l'OCDE aujourd'hui, cela signifie qu'il faudrait multiplier par 15 les économies. Et tout cela est tout simplement impossible. Du coup, vous dites, soit on se donne comme objectif, horis référence, l'extermination d'une partie de la population mondiale, soit on admet que nous ne pourrons plus vivre avec le niveau de consommation matérielle qui est le nôtre. Bon, vous avez longtemps milité en faveur du développement durable, vous avez publié d'ailleurs des ouvrages en ce sens, de façon à envisager un équilibre entre les ressources disponibles et notre appétit de consommation. Toutefois, la consommation dévorant toujours plus de ressources, vous avez décidé donc depuis 2010 à peu près de défendre la thèse de la décroissance, qui, selon vous, n'est même plus un choix, mais une nécessité. Alors la question fondamentale qui se pose est celle de savoir comment nous allons pouvoir sortir de la dérive consumériste pour mettre en place un changement de paradigme.
Il en va de même de la survie de nos démocraties. Cette question suppose que nous soyons capables de nous projeter vers l'avenir, d'anticiper la menace, comme le suggérait déjà Hans Jonas dans le principe responsabilité. Or, les systèmes démocratiques actuels sont obsédés par le court terme et l'image que les gouvernants veulent donner d'eux-mêmes, avec cette pipolisation incroyable de la vie politique, par exemple. Mais plutôt que de mettre en place des structures contraignantes et autoritaires qui ne seraient écologiquement fondées, mais sans doute aussi susceptibles de porter atteinte à la démocratie, vous affirmez vers une démocratie écologique qu'une politique écologique doit rester démocratique. Votre revendication, dites-vous, pour une démocratie écologique est que par exemple, c'est une proposition que vous faites, que les ONG environnementales aient un rôle particulier à jouer dans les organes délibératifs. Ces ONG, et notamment la Fondation Hulot, dont vous êtes vice-président, orientées vers le bien public et désintéressées, pourraient utilement veiller et éventuellement s'opposer à toute tentative qui aurait comme conséquence de déstabiliser la nature. Donc, c'est donc bien un primat que vous accordez à la nature au détriment de la liberté. Vous dites, la liberté, dans son essence même, dresse l'intelligence humaine et le raisonnement moral contre la nature. L'homme et la technique ne sauraient s'élever au-dessus de la nature, ils lui sont au contraire totalement immanents et soumis. C'est une perspective qui heurte nos convictions cartésiennes, qui a le mérite, je pense, d'ouvrir un débat fécond. Et je terminerai par une définition que vous donnez de la démocratie écologique qui m'a particulièrement frappé. Ainsi, la démocratie écologique prolonge la représentation moderne dans son souci de contrôler d'éventuels abus de pouvoir. Pourtant, elle s'écarte fondamentalement du modèle moderne, selon Constant, en cherchant à étendre et à stimuler la participation citoyenne et non à la tenir à distance. Elle construit une extension de la notion de citoyenneté. Merci à vous, merci pour votre présentation. Je voudrais juste quand même rectifier deux petites choses. Ce n'est pas la liberté, c'est une certaine acception de la liberté, Dieu merci. Et puis, je voudrais revenir aussi sur les chiffres, si vous voulez, sur la disponibilité des métaux, parce que c'est pas moi qui les ai, non, je reprends ça, mais pour tout vous dire, ça n'a pas forcément grand sens. Et justement, ce qui ne facilite pas nos problèmes, c'est comment dire, il n'y a pas une finitude absolue des métaux. On a des réserves, des ressources qui sont beaucoup plus grandes, mais ces réserves, on les obtient à un certain coût énergétique. Et effectivement, par exemple, si on devait aller chercher le cuivre dans son état de dispersion naturelle, il faudrait dépenser toute l'énergie primaire qu'on produit au monde. Donc, vous voyez bien que ça ne va pas. Alors, ce qui fait qu'il y a des limites, mais ces limites sont liées à un ratio et on ne peut pas les indiquer comme ça. C'est un peu comme le problème du nombre de cheveux et des chauves chez les Grecs. On ne sait pas à partir de combien de cheveux on est chauve. Je vous assure qu'il existe des chauves. OK, je ferme la parenthèse. Donc, ce dont je vais vous parler, effectivement, c'est des difficultés qui existent dans relation entre démocratie, alors les démocraties modernes représentatives, et puis les questions d'écologie. Alors, pas simplement des difficultés, c'est-à-dire d'une part, et je vous dirai ça, mais sont les démocraties qui ont créé les difficultés que nous connaissons, et je dirais qu'elles contribuent pas toujours de façon très... En tout cas, la mesure du défi, je vous donnerai quelques exemples, à chercher, non pas à les résoudre, mais en tout cas au moins à les réduire. Une fois que j'aurai fait ça, je ferai une espèce d'inventaire, si vous voulez, des solutions qu'on trouve dans la littérature internationale, et je m'y mettrai, mais vous allez voir, c'est pas forcément un acte de narcissisme, parce qu'en fait, il n'y en a aucune qui soit vraiment efficace, et évidemment, celle que je propose, surtout pas non plus. Mais bon. Alors, là, je voudrais partir déjà d'une définition, alors avec toujours l'exercice très délicat, qui est une définition, d'une définition possible de la démocratie. Je vais la ramener à quelques principes généraux, des idées régulatrices, mais elles sont régulatrices pour autant que quand même elles ont un certain effet sur la réalité. Et une petite parenthèse, c'est pas comme les modèles de l'économie néoclassique. Je peux pas vous empêcher de dire ça, mais à Lausanne, HEC, vous pouvez pas trouver plus mainstream, avait invité il y a 3-4 ans pour lui donner un doctorat honoris causa, un
néoclassique qui avait quand même ça d'intéressant. Nous avait dit la doyenne à l'époque, il est un des rares dans sa communauté à s'intéresser à la relation entre ces modèles et la réalité. Alors, ce n'est pas exactement ce qui me caractérise. Donc voilà, premier principe, première définition, si vous voulez, très générale de la démocratie. On peut entendre par la démocratie l'organisation que les citoyens exercent, pour autant qu'ils sont égaux, c'est la condition de possibilité pour qu'ils puissent influer, l'organisation de l'influence des citoyens sur la prise de décision publique. Voilà, c'est la première définition, définition dont je partirai de la démocratie. J'ajouterai autre chose, c'est que, évidemment, ainsi conçues, les décisions en question, les politiques publiques qui sont mises en place ont, en apparence au moins, l'objectif d'améliorer le bien-être général. Alors vous allez me dire, ça fait 20 ans que ça ne marche plus, oui, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, si vous vous présentez aux élections en disant « chères citoyennes, chers citoyens, si vous votez pour moi, vous irez moins bien après », vous imaginez bien que vous n'aurez pas beaucoup de chances d'être élu. Donc le bien-être, même si ça devient très complexe, surtout dans un monde globalisé avec le néolibéralisme, et on y reviendra, c'est alors franchement une véritable gageure. Mais en tout cas, si l'on en reste au principe, eh bien tout de suite on voit que ça accroche avec la question environnementale. Si je demande à chacun de vous, ou si je veux savoir plus exactement, quel est votre degré de bien-être, à vous toutes et vous tous dans cette salle, je peux me fier sur votre mine, mais ça ne va pas être très efficace. Je dois vous le demander. C'est-à-dire qu'en matière de bien-être, chacun est la source de la connaissance. Et c'est précisément parce que chacun est la source de la connaissance de son propre bien-être, eh bien, c'est la raison pour laquelle on nous demande notre avis avec les élections de façon régulière pour savoir si les politiques publiques, pense-t-on, proposées vont aller dans le sens d'une amélioration de ce bien-être ou si au contraire elles vont affaiblir un état de bien-être déjà présent. Or ça précisément, et donc du coup ça c'est ce qui amène le citoyen à être juge ultime des politiques publiques dans une démocratie, et bien précisément c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui ne fonctionne pas en matière d'environnement. Déjà en matière d'environnement, je ne suis pas la source des connaissances. Alors ce que je fais dans un premier temps, c'est je vais vous donner quelques indications pour bien vous montrer qu'effectivement, les démocraties représentatives occidentales ont été à l'origine et ont été le moteur des difficultés que nous connaissons. Vous donnez deux chiffres très simples qui permettent de le comprendre parce qu'en général, quand vous voulez nier la responsabilité des démocraties, eh bien, vous allez accuser la population. Sarkozy s'est livré à l'exercice pour le climat il n'y a pas très longtemps. Si je prends d'un côté la date de 1890, donc fin 19e, fin 20e, 1990, j'ai une population humaine qui croît de 3,3, donc elle est un peu plus que triplée. Et durant la même période, le même siècle, en revanche, les émissions de gaz à effet de serre, elles, croissent, non pas d'un facteur 3, mais d'un facteur 17. Et non seulement elles croissent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intensément que la population, mais en plus, cette croissance est très localisée. C'est une toute petite partie. Alors je me suis arrêté, n'oubliez pas, en 1990, c'est avant ce qu'on appelle l'apparition des émergences, c'est une toute petite partie de l'humanité qui est responsable de ces émissions. Je pourrais vous donner d'autres chiffres, je vous le fais comprendre, là c'est contemporain, c'est toujours le cas aujourd'hui. Un Américain en moyenne émet par an 22 tonnes de CO2, un Européen 13, un Chinois 6, et sur ces 6, une grande partie c'est pour l'exportation, et un Africain 1,9 tonne. Donc en fait, en grande partie, c'est pas seulement, mais en grande partie à l'origine de nos difficultés, c'est l'explosion des flux de matière et des flux d'énergie. L'explosion des flux de matière et des flux d'énergie est très directement connectée à nos consommations et donc à nos niveaux de vie. Et c'est tellement fort que l'ONU a sorti un rapport il y a quelques mois qui nous montre que depuis 2000, la consommation de ressources au monde croît plus vite
que le PIB. Vous m'avez bien entendu, la consommation de ressources au monde croît plus vite que le PIB. Alors, la population et la démographie liées pour quelque chose, si vous voulez, très rapidement, le niveau de vie impacte les flux de matière, les flux d'énergie. Je dirais que la population comme telle impacte directement les atteintes à la biodiversité. C'est assez facile à comprendre. Au petit déjeuner, vous n'allez pas vous enfiler 3 hectolitres de jus d'orange, 5 de café, 3 sangliers, etc. Donc, on a grosso modo, en termes d'impact sur la biodiversité, on a à peu près, on peut peut-être aller de 1 à 2, mais ça n'ira pas plus, alors que là, c'est de 1 à 30, à 1 à 100, et même parfois, dans certains cas, 1 à 1000. Et puis, si je regarde maintenant, si vous voulez, ce qui est proposé, par exemple, nous autres Français, nous sommes très fiers de l'accord de Paris, qui a été ratifié, entre guillemets, très récemment et qui va entrer en vigueur parce que le quorum est rempli, tant en termes de pourcentage de population qu'en termes de pourcentage d'émissions. C'est très sympathique, hein. Comme vous le savez, l'objectif, c'est qu'on ne dépasse pas 2 degrés d'ici à la fin du siècle, voire 1,5 degré. Alors, je vous dis tout de suite, j'aime beaucoup cette expression de 2 analystes, Émile Dahan et Stéphane Racoult. En fait, on est dans un schisme de réalité. C'est-à-dire, en fait, de manière plus claire, on a affaire à un autisme international. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 degrés, on est certain de les atteindre d'ici à 2050. Ils sont déjà dans les tuyaux. On est à 1,3 avec la montée récente ces 3 dernières années, et surtout 2016, à 1,3 degrés au-dessus des valeurs pré-industrielles. Pour des raisons d'inertie, il y a déjà 3 dixièmes. Quand les aérosols du Sud vont retomber, ça refait 3 dixièmes, on est à 9. Bon. Donc on est déjà en fait à 2 degrés. Donc on a un éventail en quelque sorte de responsabilités. Alors, première partie de mon exposé, c'est d'essayer d'envisager maintenant quels sont les obstacles. Pourquoi nous nous sommes mis dans une telle situation? Est-ce que nous sommes stupides? Est-ce que nous sommes pervers? Non, sans doute, c'est évidemment pas ces réponses. Il y a un faisceau de raisons, vous allez voir, à des niveaux différents. Je dirais que le premier plan où se situent les obstacles auxquels nous sommes confrontés est un plan anthropologique et un plan cognitif. Il y a été fait allusion très directement hier par Michel Tirchenko. Mais en fait, de façon anthropologique, il semblerait bien que ce qui nous fait bouger, nous autres humains, sans doute un legs de l'évolution, eh bien, c'est quand on est confronté à un danger immédiat qui assaille nos sens, pour lequel on n'a pas à se livrer à un exercice d'interprétation complètement échevelé. Imaginez, il y a quelques millénaires, un chasseur-cueilleur voyant un mammouth débouler sur lui, il ne demandait pas son reste, il fuyait. Si vous aviez dit à ce même chasseur-cueilleur, dans 15 ans, dans 30 ans, c'est terrible, le climat change, et tu vas voir ce qui va t'arriver, ça ne l'aurait pas beaucoup ému, et nous non plus, ça ne nous émeut pas. D'autant qu'en fait, les informations qu'on nous donne sur cette situation-là, et c'est difficile d'en donner d'autres, puisque le genre humain ne l'a jamais vécu, un réchauffement extrêmement rapide, nous ne l'avons jamais expérimenté dans toute notre histoire, même largement au-delà de nos capacités de mémoire. C'est une situation unique, une expérience universelle que nous sommes en train de conduire. Nous sommes qu'au seuil de cette expérience, mais les informations qu'on nous donne, les indicateurs qu'on nous donne, franchement, ne nous émeuvent pas. Si je vous dis que dans l'air ambiant à Uriage ou n'importe quel endroit au monde, quand vous prenez un volume d'1 million de molécules d'air, vous avez 400 molécules du dioxyde de carbone, ça ne va pas vous effrayer. Comme je viens de vous le dire, si je vous dis que la température va augmenter de 2 degrés à la fin du siècle, chacun de vous pense, mais la belle affaire, il se fout de nous. Chaque matin, elle augmente de 10 degrés. En tout cas, dans la journée. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 degrés? Si je vous parle de micropolluants dans cette salle, ça ne vous dit rien. Et en fait, toute la difficulté, c'est que pour comprendre l'état dans lequel nous nous sommes mis, eh bien, il faut recourir à des prothèses, à des médiations scientifiques, des prothèses sensorielles. Nos sens ne captent pas cette réalité. Or, c'est lorsque nos sens sont vraiment éveillés, frappés par une réalité, en général, qu'on bouge.
Ça, c'est la première difficulté, c'est qu'effectivement, on pourrait s'amuser à pasticher Hannah Arendt, finalement, on a produit une réalité, non pas qu'on n'est plus capable de penser, au contraire, on sait la penser, mais on est incapable de la ressentir, de la sentir, et par là même, on est difficilement capable d'agir. Donc on voit bien, en l'occurrence, que l'individu n'est plus la source de la connaissance. Par moi-même, je ne suis pas capable de juger de la situation dans laquelle je me suis mis. Mais on y reviendra. Deuxième catégorie d'obstacle, c'est l'obstacle moral. Évidemment, on se sent vraiment interpellé quand on sait qu'on est responsable de quelque chose. Évidemment, on se sent responsable de quelque chose lorsque cette chose ne serait pas advenue si nous n'avions pas agi de telle ou telle manière. Or, je prends n'importe qui d'entre vous dans la salle, et même si d'ailleurs s'il y avait Bill Gates, ça ne changerait pas grand-chose. Imaginez que vous ne soyez pas né, exercice difficile, mais imaginez-le quand même, eh bien, l'état général du monde serait rigoureusement identique. Pourquoi donc serais-je responsable d'une réalité qui serait la même si je n'étais pas né? Difficile de s'imaginer que j'ai quelque responsabilité que ce soit. Je vais prendre un autre angle pour aborder la question. Je vais prendre la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie. Si vous ne tombez pas sur un sadomaso, en général, ça marche. Eh bien, ça ne fonctionne que pour autant qu'on voit bien et que c'est immédiat, qu'il y a l'action de l'un sur l'autre ou de quelques-uns sur un ou quelques-uns sur quelques autres. Là, il y a une relation immédiate. Et effectivement, la règle d'or, et ça vous en doutez bien, n'a jamais fait qu'on n'ait pas oxy quelqu'un, mais elle fait qu'on ne peut pas le faire sans se justifier. Pensez au loup de la fable. Il est complètement humain. Il est obligé par son humanité de donner des raisons, des prétextes oiseux au fait de manger l'agneau. Ça ne marche même pas en matière d'écologie. Imaginez que lorsqu'on prend notre voiture, eh bien, on voit les gens derrière sur le trottoir s'effondrer. Je pense que même un cadre dirigeant de Goldman Sachs va s'arrêter. Peut-être pas très longtemps, mais il va trouver une raison, mais il s'arrêtera quand même. Ça ne marche pas. Donc on n'est pas obligé sur ce plan-là. Donc on a des objectifs, des obstacles anthropologiques, cognitifs, des obstacles moraux. Et à ça, on va rajouter les obstacles proprement politiques. Et cela, évidemment, n'ont de sens que par rapport à un gouvernement représentatif, démocratique. Et là, on va retrouver aussi des difficultés. Pour ce faire très rapidement, je vais repartir des 5 caractéristiques des problèmes d'environnement contemporain qui ne caractérisaient pas, évidemment, ceux qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire les problèmes qu'on a connus de façon récurrente. Toutes les sociétés historiques ont connu des problèmes d'environnement, mais ils n'atteignaient pas du tout le niveau, justement, que l'on connaît aujourd'hui. Et précisément, ce niveau, désormais, est global. Il concerne la planète dans sa totalité. Chaque jour, par exemple, l'ensemble de l'atmosphère est brassé. Ce qui fait que mes 400 molécules dont je parlais tout à l'heure, on va les trouver en plein océan. Un peu plus dans les villes, mais très vite ça se diffuse auprès de certaines sources, mais très vite ça se diffuse. On a un brassage. Et en fait, la plupart des grands problèmes contemporains d'environnement sont des problèmes globaux, y compris les atteintes à la biodiversité. On sait que dans le passé, lorsque c'est la moitié des écosystèmes qui sont très lourdement affectés, l'autre moitié ne reste pas les mains dans les poches, mais en général bascule aussi. C'est vraiment, on a affaire à un système Terre. Et toutes les choses se tiennent, et donc effectivement, on est confronté à des difficultés qui sont globales. Or, on l'a entendu ce matin, on peut peut-être imaginer un gouvernement démocratique mondial, mais franchement, rappelons-nous nos fondamentaux que Benjamin Constant, notre degré d'influence serait quand même relativement faible. Mais bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et au contraire, les expressions démocratiques sont par définition des expressions territoriales. Et le bien-être dont il est question, c'est ceux des habitants sur un territoire. Et parfois, pour le protéger, en tout cas pense-t-on, eh bien, on va le faire au détriment d'autres.
et surtout dans un monde néolibéral, vous pensez bien que c'est... Alors, c'est plus lié au territoire cette fois-ci, c'est plutôt lié à des classes de revenus, mais enfin, peu importe. Donc, les gouvernements démocratiques, représentatifs, sont très difficilement enclins à entrer dans des contraintes qui affecteraient le pouvoir d'achat et pense-t-on le bien-être, alors qu'il faudrait peut-être réfléchir. La corrélation n'est sans doute pas aussi évidente. On a beaucoup d'éléments pour pouvoir le dire aujourd'hui, mais enfin, peu importe, ça passe comme tel. Souvenez-vous de Bush père disant à Rio que le niveau de vie américain n'est pas négociable. Quand Obama a essayé d'imiter l'Europe et d'instaurer un marché carbone aux États-Unis, ce sont les sénateurs démocrates des États charbonniers qui ont fait échouer la tentative d'Obama. Donc effectivement, il y a une forme de contradiction entre la défense des intérêts des individus sur un territoire, je ne dis pas qu'elle est systématique, mais en tout cas, elle est fréquente, et puis la réduction des difficultés écologiques globales. Première caractéristique, on voit bien que le gouvernement représentatif dans des frontières est au contraire un obstacle à la résolution de ce genre de difficultés. Et on le voit toujours pour la COP21. Il ne s'agit pas du tout de réduire, par exemple, l'extraction des fossiles. D'ailleurs, en s'appuyant sur le GIEC, quand le GIEC, forcé en quelque sorte par les gouvernements de garder cet objectif des 2 degrés à la fin du siècle, je vous dis tout de suite, ça n'est possible que par des émissions négatives dans la seconde moitié du siècle, dont on ne sait pas du tout, enfin, on a quelques idées, mais vous n'avez absolument pas aujourd'hui les techniques pour le faire. Et vous ne les aurez certainement pas à cette dimension. C'est bien, là aussi, toujours cette contradiction. Donc, deuxième caractéristique des problèmes d'environnement contemporains, la différence des problèmes d'environnement antérieurs. Les autres étaient très locaux, ils ont toujours été locaux dans toute l'histoire humaine, ils deviennent globaux, et on en prend conscience à partir des années 1980, grosso modo. Et bien de même, les problèmes anciens, traditionnels, sont par définition visibles. Pestilence, c'est même, on le sent, érosion des sols sur des petites surfaces à proximité des villes, ça se voit. D'ailleurs, on en trouve par exemple la trace chez Platon. Donc, les anciens étaient tout à fait conscients de ça. Le ruissage du lin qui faisait disparaître à proximité la faune piscicole, tout ça se voyait. Or, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les grands problèmes d'environnement, que ce soit la déplétion de la couche d'ozone, l'accélération du rythme d'érosion de la biodiversité, l'appauvrissement génétique des espèces, le changement climatique, etc., ça ne se voit pas. En tout cas, les indicateurs qu'on nous donne ne sont pas visibles. De temps en temps, on voit certaines conséquences, mais en général, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans nos pays, elles ne nous affectent que des périodes relativement courtes. Donc, l'invisibilité des difficultés actuelles fait que le citoyen n'est pas capable, par lui-même, de juger de l'état de l'environnement. Il ne peut le faire qu'en recourant à un certain type d'information. Or, comme vous le savez, eh bien, il n'y a rien de plus facile que de manipuler certaines informations. On a eu affaire à une manipulation grandeur nature, c'est le cas de le dire, avec la question du changement climatique années 80, années 90, début des années 2000 aux États-Unis. C'était redécouvert récemment. Une firme comme Exxon avait commandité des études sur le climat début, vous m'entendez bien, début des années 70. Tout début des années 70, vous avez les 2 premiers modèles climatiques mondiaux qui commencent à fonctionner. Les résultats de la recherche commanditée étaient très clairs. Effectivement, nos émissions de gaz à effet de serre vont changer le climat. Les bases théoriques sont toujours les mêmes, même si on a affiné nos connaissances. Sachant ça, Exxon a rejoint l'association des charbonniers, etc., et a vraiment conduit, avec d'autres grands industriels américains, a conduit un travail de sape qui a fonctionné. Aujourd'hui, vous êtes républicain, au sens américain du terme, même si Sarkozy veut importer les choses, mais aux États-Unis, c'est très clair, vous êtes républicain, vous êtes climato-sceptique. Ça ne s'est pas fait simplement, c'était vraiment un travail de sape pendant plusieurs décennies qui a admirablement réussi.
Pensez en France, quelqu'un comme Claude Allègre, par exemple, était pas mal dans le genre. Hein. Il manipulait les courbes, les chiffres, il se trompait sur les noms. Ça ne l'a pas empêché d'être invité sur les plateaux de télévision. Et il avait une psychologie assez proche de celle de Trump, c'est-à-dire pour laquelle le scrupule n'existe pas. Pardon ? Oh, rassurez-vous, il s'est largement défendu avant de mourir. Et puis, comme vous le prouvez vous-même, il y a toujours des gens qui viennent le défendre. Alors, troisième caractéristique, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui caractérise une société à base technologique, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce que telle molécule, tel artefact, dans des conditions qu'on ne peut pas connaître à l'avance, va donner. Si je prends par exemple les fameux CFC, qu'on utilisait autrefois, qui ont été interdits par le protocole de Montréal pour les bombes aérosols, pour les compresseurs des réfrigérateurs, etc. Eh bien, évidemment, dans un volume clos, ce sont des gaz inertes, stables, inoffensifs. Vous les mettez dans la stratosphère, ils vont détruire la couche d'ozone. C'est pourtant bien la même molécule, mais suivant le milieu dans lequel elle s'insère, ses effets, ses propriétés, pourrait presque on dire, eh bien, vont effectivement changer. Donc, une société comme la nôtre qui ne cesse chaque année d'introduire toutes sortes d'artefacts dans le milieu, elle ne peut absolument pas savoir ce qu'il en adviendra. Hein, Paul Crutzen, le découvreur de la déplétion de la couche d'ozone, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de chimie, a raconté cette petite histoire qui est assez intéressante. Il a dit « On a eu beaucoup de chance. Si au lieu d'utiliser pour ces fameux CFC, non pas le chlore comme base, mais le brome, eh bien, on aurait détruit la couche d'ozone très très vite, sans même s'en apercevoir et sans même pouvoir comprendre pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de chimie de la stratosphère à l'époque. Donc on a simplement eu de la chance. On aurait très bien pu recourir à ça. Donc là, on voit aussi la contradiction, si vous voulez, avec la chose politique de manière générale, parce que gouverner, c'est prévoir. En fait, une société technologique s'interdit de prévoir, pour une bonne part, son devenir. Quatrième caractéristique, qui là aussi entre en contradiction avec la capacité de gouvernement, eh bien, c'est la relation, enfin, si vous voulez, cette caractéristique qui fait que les grandes difficultés environnementales sont présentes à la fois une certaine forme d'inertie, c'est-à-dire qu'en fait, le temps de réponse des écosystèmes aux perturbations qu'on introduit est en général très long. Tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'on était sûr d'avoir, d'ici à 2000, avec le niveau de concentration des gaz à effet de serre qu'on a, hein, quand bien même on arrêterait tout de suite toute forme d'émission, on aurait 6 dixièmes en plus. Et en 2050, ça continuerait après. Il faut à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle même, pour qu'un certain degré de concentration des gaz à effet de serre exprime toutes ces potentialités. Donc effectivement, ça réagit très lentement. Et une fois que les dégradations ont lieu, eh bien, on est généralement extrêmement impuissant face à ces dégradations. Ça sera effectivement le cas avec le changement climatique, même si on essaie de développer ce qu'on appelle, ça j'y reviendrai dans les questions, de la géo-ingénierie, etc. Très probablement, sauf miracle, mais peut-être que certains d'entre vous croient au miracle, on pourra changer la situation. Imaginez par exemple qu'à la fin du siècle, mais c'est déjà le cas, les océans se seront vraiment réchauffés, ils sont en train de se réchauffer. On aura beau tous ouvrir nos frigos, ça ne va pas les refroidir. Hein. Donc là, on sera confronté à une situation irréversible. Et évidemment, dommageable. Et donc ça, c'est un piège. Parce qu'effectivement, je vous l'ai rappelé, l'objectif des démocraties, c'est le bien-être. Et le bien-être n'a de sens que s'il est immédiat. Donc revenir, même si c'était peut-être qu'une illusion, ça on pourrait revenir, mais revenir sur un bien-être présent pour préserver à l'avenir un bien-être futur, mais en devant payer un prix assez élevé au présent, politiquement, c'est très très difficile. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais en tout cas, on ne le fait pas. Hein. Et manifestement, c'est très très dur à faire.
Et c'est pourquoi on préfère tabler sur des techniques, quand bien même on sait qu'on ne les aura peut-être pas. Je ne vois pas d'autres explications. Si vous en avez d'autres, donnez-les-moi, je serai très content. Alors, cinquième caractéristique, c'est souvent, on a toujours tendance à dire nos problèmes sont des problèmes de pollution. Non, non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de pollution, mais c'est extrêmement minoritaire dans la globalité des problèmes auxquels on a affaire. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a essentiellement affaire à déjà des problèmes de déplétion de nos ressources, on a affaire à des problèmes de flux qui perturbent complètement le système Terre. Et comme je vous l'ai rappelé avec le rapport de l'ONU tout à l'heure, la seule chose qu'il conviendrait vraiment de faire, qui serait vraiment efficace, mais qu'on n'arrive pas à faire et qu'on ne veut pas faire, ça serait réduire ces flux. Ben, vous l'avez compris, réduire les flux, c'est consommer moins. Et pourtant, ça ne serait pas si terrible que ça. Hein. Si on revenait, par exemple, en France, à la consommation du début des années 70, on serait à, grosso modo à une planète. Mais enfin bon. OK, alors, voilà, c'est l'état des lieux et pas très drôle. Et on comprend mieux pourquoi, effectivement, même si on parle d'écologie depuis très longtemps, par rapport à ces grands enjeux globaux, on n'a pas réussi, depuis qu'on en parle, depuis grosso modo que c'est venu à l'agenda public avec, si vous voulez, la conférence de Stockholm en juin 72, ça fait maintenant 45 ans, bah, on n'a pas vraiment progressé. Et même, je peux vous le dire, depuis 72, tous ces problèmes se sont très largement, très intensément accrus. Donc non seulement on n'a pas réduit, alors certaines pollutions locales, oui on les a réduites, mais les grands problèmes globaux qu'on commençait à entrevoir à l'époque, non seulement nous ne les avions pas réduits, mais nous les avons accrus. Alors maintenant je vais envisager un peu très rapidement ce qu'on trouve dans la littérature internationale comme solution, enfin comme esquisse de solution pour faire mieux en restant à l'intérieur du gouvernement représentatif. On a tout d'abord l'idée qu'on pourrait améliorer le système représentatif, mais en jouant vraiment sur les possibilités de la représentation. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est recourir à la démocratie participative, délibérative, etc. Troisième solution, c'est des institutions ad hoc, mais non représentatives. Et puis, quatrième solution, on n'y arrive pas, on se casse la figure et on repart. Alors, première solution, il y a une juriste australienne qui est très intéressante, qui s'appelle Robin Eckersley, qui a dit, voilà, on doit construire une démocratie des plus loin affectés. C'est-à-dire, en fait, une démocratie qui prendrait comme assise tous les êtres, et on va au-delà des êtres humains, qui sont affectés par le risque, et plus précisément par les dommages qui peuvent suivre la prise de risque. C'est un joli concept, mais ce qu'elle met en face, c'est études d'impact, principes de précaution, agences ad hoc, etc. C'est que des instruments qui existent. Ils ont une certaine forme d'efficacité, mais extrêmement réduite. Autre jeu plus intéressant, alors certains se sont dit, on va changer un peu le système électoral. Et on a eu deux propositions, l'une de l'anglais Dobson, Andrew Dobson, qui dit, imaginons qu'on donne à chaque électeur 2 bulletins. Mais évidemment, il ne peut en prendre qu'un, il n'en met qu'un dans l'urne. Dans un cas, il continue à élire un représentant au sens classique, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va défendre une catégorie d'intérêts et d'intéressés contre d'autres catégories, dans le cadre d'un parlement, ou au contraire, on va voir de généreux représentants des générations futures. Et vous choisissez quand vous votez. OK, alors déjà, imaginez le genre de représentant des générations futures que va défendre le Front National. On peut même se douter que l'universalité des générations en question va quand même méchamment se réduire. Et puis imaginez que ça devienne efficace. Imaginez par exemple que vous payez votre essence 10 € le litre, que vous chauffiez à 16 degrés chez vous, qu'on ferme les portes des EasyJet, etc. Je ne suis pas du tout sûr que vous les réalisiez. J'ai même franchement la quasi-certitude qu'on leur dira adieu. Alors, après, on peut imaginer, alors là c'était un Norvégien avec lui, on va imaginer un seuil à partir de tel nombre de députés qui va dire, voilà, non, ça c'est un enjeu de long terme, on rediscute ou on fait un référendum, voilà, faisons un référendum.
J'habite dans un pays, on en a un tous les 15 jours. Et un qui était très intéressant il y a 15 jours, là évidemment, la presse française n'en a pas parlé. Moi, j'ai essayé de fourguer des articles, mais ça ne marche pas. Les Suisses sont trop cons, on ne va pas quand même parler de ce qu'ils font. Là, ils ont proposé un truc qui était assez intéressant, c'est-à-dire d'entrer dans la Constitution helvétique, on la change tous les mois, d'entrer dans la Constitution helvétique, l'idée sur laquelle la Suisse devait être en 2050 à une planète au prorata de sa population. Évidemment, c'était refusé à 74, 74 pour faire local, pour cent. Ça a été quand même admis à la majorité à Genève, à Lausanne, etc. Zurich, je ne suis pas sûr. En tout cas, dans d'autres grandes villes, ça c'est certain. Mais vous auriez le même genre de référendum en France, je pense que vous auriez après à peu près un résultat identique. C'est pas simple de jouer avec la représentation. Alors, on peut l'élargir de façon plus intéressante encore, comme le propose Bruno Latour. OK, on élargit absolument le système représentatif. Enfin, toujours une chambre haute, une chambre basse, mais la chambre haute, c'est le Parlement des choses. Et donc, dans le Parlement des choses, alors, vous savez, Latour, il s'occupe jamais vraiment du détail des choses. Ça, faut pas lui demander ça. Donc, comment ça marcherait juridiquement? Vous n'aurez aucune. D'ailleurs, même le statut, on n'en a aucune. Enfin bon, on va faire comme si. Donc, ce sont en fait, dans la chambre haute, ce sont des représentants des non-humains qui vont discuter entre eux. Bon. Alors, première difficulté, c'est que ça ne marche absolument pas son affaire parce que les intérêts humains sont par définition plastiques. En tout cas, en eux-mêmes, ils se prêtent à des formes de compromis. En général, quand il y a un conflit d'intérêts entre nous et des êtres non humains, les pauvres non humains, c'est en général vie ou mort. Donc ça ne se prête pas du tout au compromis. Et puis imaginons que du temps de Rachel Carson, qui a publié Silent Spring, donc un des premiers grands livres, si vous voulez, de la saga environnementale, où elle disait que le DDT allait faire disparaître tous les insectes disparaissant, les oiseaux allaient disparaître, etc. Eh bien, à l'époque, qui s'est opposé à elle? Eh bien, ceux sur qui compte Latour pour défendre l'intérêt des non-humains. Les non-humains en question étaient les moustiques. Ceux qui les représentaient étaient les entomologistes. Ils étaient payés par Monsanto et d'autres pour inventer des pesticides. Donc vous voyez bien les pauvres moustiques, ça n'aurait pas changé vraiment leur sort. Alors, ensuite, deuxième voie possible, recourir à la démocratie participative. Alors, je vais aller très vite, et là, ça sera plus nuancé. Bon, le gros problème de la démocratie participative, c'est que le lien entre les recommandations issues de forums citoyens et la prise de décision publique n'est clair dans aucun pays. Et ce n'est pas facile, d'ailleurs, de la clarifier. Et puis, puisque c'est une vraie démocratie, c'était rappelé hier, bien sûr, par évidence, on n'a pas à l'avance les résultats. Il y a que, comme ça nous a été dit hier, il n'y a qu'au niveau des institutions européennes qu'on arrive à faire ça en démocratie. Mais normalement, ça ne marche pas comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, par exemple, vous avez un peuple, les Soroui, qui pourtant avait fait un accord RED. Il y a une partie du peuple qui s'est entendue avec les déforesteurs et on est en train de saccager toutes leurs forêts et d'en tuer certains. Mais évidemment, vous avez une partie du peuple qui est pour. Si vous faites une démocratie participative, si vous demandez aux forestiers de la faire, vous imaginez la suite. Autre illusion sans doute, alors il y a d'autres affaires intéressantes, mais je vais plus vite pour réserver un petit moment la discussion. Ce serait les petits États. Mais alors, comment vous faites pour réaliser des petits États? Donc, je vais très vite. Ensuite, après, je vais aller très vite sur mes propres propositions. Mais là, en fait, dans la littérature, il y a plein de propositions pour trouver une institution qui ne soit pas représentative. On peut avoir un ombudsman, c'est-à-dire une espèce de représentant, si vous voulez, des générations futures. Donc, vous imaginez, vous l'avez en Hongrie, mais Orban lui a dit adieu, et il y en a encore un qui doit exister en Israël, mais le pauvre Dieu doit être à peu près neurasthénique. Si vraiment il est efficace, on le vire. S'il n'est pas efficace, on le vire aussi, puisqu'il ne sert à rien. Après, on pourrait avoir une agence qui représenterait vraiment le futur, qui distillerait de l'information, etc. Ça, c'est pas inintéressant, c'est défendu par pas mal de gens. D'autres, on a proposé une troisième chambre. Alors, ça peut être une troisième chambre, ça peut être un Sénat réformé, on a proposé toute une architecture. OK, c'est très bien ce qu'on a proposé, mais vous mettez ça aujourd'hui, quel est le changement? Rien. Parce qu'en fait, si vous voulez vraiment changer en environnement, vous avez peut-être autour de vous des amis qui sont un peu excessifs en environnement. Vous n'avez pas dû les garder d'ailleurs. Il n'y a pas plus chiant.
Hein, que quelqu'un qui croit vraiment que l'environnement est en danger, il vous emmerde à chaque moment. Vous ne pouvez rien faire qui soit correct. Donc, pour arriver à faire ça, il faudrait vraiment un changement en démocratie. Il faut vraiment une espèce de conversion intérieure. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des choses dans l'histoire qui sont très surprenantes. Mais en tout cas, on ne la voit pas venir. Et sans ça, et je dirais sans être confronté à... Parce que c'est les difficultés qui vont nous amener à changer. Sans être confronté à des difficultés importantes, je ne le vois pas venir. Mais si elles sont vraiment importantes, elles vont demander des changements très importants. Et même face à des difficultés très importantes, il n'est pas sûr qu'on accepte et qu'on puisse faire accepter des changements très importants. C'est pas simple. Je ne dis pas que ça ne se produira pas. Je souhaite, alors évidemment, ardemment que ça se produise et on doit tout faire pour que ça se produise. Mais ce n'est pas sûr, simplement. Donc du coup, certains, et c'est la quatrième possibilité, et je m'arrêterai là, je ne vais pas aller dans le détail, si vous avez des questions, là, je vais être inextinguible sur le sujet, mais on se casse la figure. Évidemment, si on se casse la figure, on est bien obligé de repartir. Et quand on repart, on va quand même essayer de comprendre ce qui nous est arrivé. Donc, si vous voulez, ce qu'on appelle l'effondrement, c'est pas très drôle. On peut le décliner de façon très très différente, mais même dans les façons douces, c'est pas très très drôle. Ça s'est produit relativement fréquemment dans l'histoire. Là, ça se produirait probablement à une échelle plus grande. Mais en général, quand on se casse la figure, je dis bien en général, on essaie quand même au moins de réfléchir sur les raisons qui vous ont amené à l'échec, et ça décide, ça ouvre les yeux, et ça fait qu'on bouscule parfois des catégories fondamentales. Et même ce qui est anthropologique peut bouger. Il peut même bouger singulièrement. Donc voilà, si vous voulez, très rapidement, on est confronté à des problèmes qui présentent des caractéristiques quand même relativement perverses, dont les conséquences sont très importantes, mais on n'a pas envie de le voir. Puis quand on le voit, on est un peu comme saisi et on n'en bouge pas pour autant. Et on a vu les raisons pour lesquelles, des raisons très profondes pour lesquelles on ne bouge pas. Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Quand on regarde les solutions qui sont proposées dans la littérature internationale, on voit bien qu'aucune de ces solutions n'est vraiment une solution. On a des petits bouts d'amélioration qui pourraient nous faire aller dans un meilleur sens. Mais on voit bien que c'est en jouant sur des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire l'évolution même de la situation et l'interaction avec ces instruments, que là, on peut arriver à quelque chose. Et pour finir sur la question de l'effondrement, il y a énormément d'initiatives aujourd'hui qui se font, en France comme ailleurs, extrêmement intéressantes. Vous les avez dans le film Demain, par exemple. Et c'est extrêmement important. C'est probablement de là que des changements plus importants viendront. Merci de votre patience.